Le micro marche? Oui, voilà, c'est bon. Bonjour, je suis Sylvain Louradour, donc je dirige l'offre prospective et tendance internationale de 2050 Now La Maison, qui est entre autres un observatoire de l'innovation mondiale avec une captation sur tous les continents et dans tous les secteurs pour l'innovation responsable. Alors le thème qui nous occupe aujourd'hui est très très intéressant, puisque c'est vrai que l'essor des sciences et des technologies a été perçu comme un vecteur de progrès social depuis le XVIIIe siècle, mais que depuis les choses se sont un petit peu dégradées. On peut même dire qu'une partie de la société civile se méfie, se défie des effets imprévisibles des innovations et de leur instrumentalisation. Donc face à l'urgence climatique, alors que le défi de la transition écologique et énergétique incombe à nos sociétés, faut-il même sauver la notion de progrès? La notion de progrès est-elle encore valable? Est-elle encore souhaitable? Donc évidemment, il est essentiel d'interroger la place contemporaine de la science et de la technique dans notre société. D'après un sondage de septembre 2022, 2 Français sur 3 affirment que l'humanité surmontera le réchauffement climatique seulement à condition de ralentir le rythme d'innovation, s'orienter vers la sobriété et vers les low-tech. Donc nous verrons avec nos intervenants ce qu'ils en pensent. Donc la question qu'on peut se poser, c'est dans ce contexte, comment convaincre l'opinion publique des possibles de la science technologique pour mener à bien la transition écologique de nos sociétés? Et aussi, quel discours les scientifiques doivent-ils tenir pour retrouver la confiance des citoyens dans l'innovation? Alors c'est vrai que la crise climatique peut nous inciter à plus d'innovation. D'ailleurs, le rapport du GIEC nous y incite en utilisant les progrès technologiques pour limiter efficacement le réchauffement climatique global d'ici la fin de notre siècle. Alors, on parle beaucoup des technologies vertes aussi, mais c'est vrai que ces technologies vertes sont parfois à petite échelle, ne sont pas encore passées à l'échelle, comme on dit, n'ont pas atteint leur vitesse de croisière, leur développement optimal et maximal. Donc, comment accélérer leur industrialisation et leur mise en service à l'échelle nationale et globale? Aussi, comment limiter certaines innovations technologiques lorsqu'elles sont jugées incompatibles avec les objectifs de soutenabilité écologique? Alors, beaucoup de questions. On va répondre en tout cas à certaines d'entre elles. Aujourd'hui, c'est un jour de conversation avec nos participants, avec vous les étudiants et avec vous dans la salle. Donc, c'est une grande conversation que nous allons avoir tous ensemble, puisque de plus en plus, on a l'impression que la transition écologique et énergétique de nos sociétés ne peut se faire que par une stratégie commune, une sorte de coalition, une parfaite collaboration entre, d'une part, les pouvoirs publics et puis, d'autre part, les entreprises, les secteurs de la recherche et de l'innovation, les organisations de la société civile et les citoyens que nous sommes toutes et tous. Donc, je vous demande d'accueillir chaleureusement nos 3 intervenants, Marc Fontecave, Michel Frédot et Axel Reynaud. Bienvenue et bienvenue évidemment à vous toutes et vous tous. Donc vous connaissez peut-être le schéma de cette session, c'est que nous allons d'abord converser tous les 4 pour fixer les idées des points de vue de chacune des personnes, et puis ensuite ouvrir la conversation au panel d'étudiants qui ont préparé des questions pour nos intervenants, 30 minutes, et dans un dernier temps de 30 minutes, c'est vous, la salle, qui pourrez dialoguer avec nos intervenants. Évidemment, à tout moment, vous pouvez aussi, les étudiants, intervenir, et pendant le panel étudiant, la salle peut aussi intervenir. On est vraiment dans cette conversation. Alors nous allons commencer tout de suite avec une citation, Marc Fontecave, de ce livre, donc Halte au catastrophisme. Alors d'abord, je vais vous présenter
En quelques mots, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure de l'enseignement technique, agrégé de sciences physiques, option chimie, et titulaire d'une thèse d'État. Vous devenez professeur de l'université Joseph Fourier à Grenoble en 88. Vous y créez une équipe de recherche et un laboratoire de chimie et de biologie des métaux que vous dirigez sur le centre du CEA Grenoble. En 2008, vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez la chaire chimie des processus biologiques en dirigeant le laboratoire de chimie des processus biologiques, une unité mixte de recherche, Collège de France, CNRS, Sorbonne Université. Expert de la transition énergétique, vous publiez notamment Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique, qui a paru chez Flammarion en 2020. Je vais commencer par une citation de votre livre qui m'a beaucoup intéressé, puisque elle concerne justement l'adoption par la population des nouvelles technologies. Vous écrivez: il ne suffit pas de mettre de nouvelles technologies sur le marché pour qu'elles soient immédiatement acceptées et adoptées par ces dernières, les populations. Il y a des contraintes économiques et sociales, des habitudes et des comportements qui peuvent ralentir sérieusement le passage à des transformations qu'on voudrait radicales. Alors ma question, est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de freins et de technologies qui justement auraient du mal à rentrer dans les usages, et puis comment résoudre ce problème d'adoption ? Ça marche, oui. Oui, bonjour à tout le monde. Merci donc de participer avec nous à cette discussion. Oui, ce que je voulais dire, il y a de multiples exemples, c'est que au fond, en étant à ce point anxieux d'une urgence à répondre au réchauffement climatique, on s'est tous fait croire qu'il n'y avait aucune contrainte au remplacement, par exemple, de toutes les énergies dont nous disposons aujourd'hui, et en premier lieu les énergies fossiles, et que, comme ça, en quelques années, nous pourrions être avec toutes sortes de nouvelles technologies qui feraient qu'en 2050, nous serions zéro carbone à l'échelle de la planète, hein, à l'échelle d'un territoire ou même d'un pays. On peut peut-être imaginer que c'est possible, et donc là, c'est à l'échelle de la planète. Mais pourquoi, au fond, je réponds que ceci est un peu une utopie? C'est parce que en pensant comme ça, on oublie tout un tas de contraintes réelles. Alors, les premières, celles que je connais le mieux, ce sont des contraintes scientifiques et techniques. C'est-à-dire que la physique, on ne la change pas comme ça. Et donc il y a tout un tas de technologies, y compris celles que moi je développe dans mon laboratoire, peut-être je vais en dire un mot très rapidement, mais il y a tout un tas de technologies qui sont contraintes par des problèmes de rendement, des problèmes de stabilité, des problèmes de mise à l'échelle. Évidemment, je ne jette pas la pierre à ceux qui n'en savent pas assez pour mesurer cela, mais il y a une nécessité de leur dire, et c'est un peu l'objet du livre, de leur dire attention, ne croyez surtout pas que tout va être résolu en quelques années. Et tout le monde est dans cet état d'esprit. Donc je prends un seul exemple, je prends deux exemples. Le premier, assez classique, parce que tout le monde le connaît, on a entendu parler, on en parle toujours, l'hydrogène. Le fameux hydrogène vert. Oui. D'ailleurs, c'est un peu fatigant d'appeler vert tout et n'importe quoi. En l'occurrence, même l'hydrogène vert n'est pas totalement vert. D'ailleurs, il n'y a rien qui ne soit vert, parce que vert, ça voudrait dire zéro carbone. Et ne croyez pas que l'hydrogène vert est zéro carbone, il ne l'est pas. D'ailleurs, comme à peu près tout, hein, vous savez que le véhicule électrique lui-même n'est pas vert. Hein, et il n'est surtout pas en Pologne ou en Inde, parce que la question n'est pas que le véhicule soit électrique ou thermique, la question c'est quelle énergie on met dedans. Et la France est un pays où en effet on peut viser le véhicule électrique parce que par chance notre électricité est bas carbone. Mais l'hydrogène par exemple, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis des dizaines et des dizaines d'années. L'électrolyse de l'eau, on sait la faire depuis le début du XXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, on n'est pas avec des millions de tonnes ou des dizaines de millions de tonnes, comme le préconise l'Europe, d'hydrogène vert. C'est pas parce qu'on n'investit pas, c'est pas parce que les scientifiques ne travaillent pas dessus, c'est tout simplement parce qu'on est encore contraint par des stabilités des électrolyseurs, par des problèmes de catalyseurs dans ces électrolyseurs,
et à la fin par des problèmes de coûts. Voilà. Donc il y a des problèmes techniques et scientifiques, ça c'était un exemple, je pourrais multiplier à l'infini, et puis il y a des problèmes économiques et donc sociaux. Les problèmes économiques, c'est que pour remplacer ce qu'il y a de moins cher aujourd'hui, qui sont les fossiles, par autre chose, il faut que cette autre chose soit économiquement compétitif, et ce qui, dans beaucoup de cas, ne l'est pas. Et donc, ça devient des problèmes sociaux dès lors qu'on impose aux gens. Alors, dans les pays riches, on peut oser le faire, mais dans les pays pauvres, on ne va pas imposer à tous les pays, je ne sais pas, par exemple, certains pays un peu moins favorisés, que tous les gens aient une voiture électrique et se chauffent avec de l'hydrogène vert. Voilà, donc c'est ça que j'ai voulu dire. Donc très attention, soyons rigoureux. Merci beaucoup, Marthe Fontecave. Michel Fredo, vous êtes directeur associé senior au BCG et président de Cantis. Vous êtes diplômé de Wharton University et de l'ENSAE. Vous effectuez l'ensemble de votre carrière au BCG, après y être entré en 1985. Vous êtes membre clé des practices énergie, impact social, assurance, personnes et organisations du groupe. Et vous dirigez les efforts du cabinet pour avoir un impact positif sur le climat et l'environnement avec les entreprises, les investisseurs, les gouvernements et les secteurs sociaux dans le monde entier. Vous avez dirigé le bureau parisien du BCG, vous avez été membre du COMEX du BCG et dirigé la fonction RH mondiale du cabinet et dirigé la pratique énergie en France et en Belgique. Est-ce que c'est bien exact? À peu près. Parfait. Alors, j'ai une question très simple pour vous, mais peut-être que la réponse sera plus complexe. Le modèle de croissance continue est-il encore viable à une époque où les ressources naturelles se raréfient? C'est non seulement une bonne question, mais à mon avis, c'est la question. Juste quand on parle de croissance, peut-être qu'il faut rentrer peut-être un peu plus dans et diviser les différents éléments. Comme vous le savez, nous nous sommes tous mis d'accord dans les accords de Paris d'arriver, autant que faire se peut, à un monde à moins de 2 degrés, idéalement 1,5 degré. Et c'est un élément fondamental, cette discussion, parce que de plus en plus de gens, pour des raisons de toutes les barrières qu'ils peuvent avoir, sont en train de remettre en question le 1,5 degré pour se dire finalement 2 degrés, c'est pas si mal. Le monde qu'on entrevoit et les événements climatiques et les événements auxquels on aura à faire face dans un monde à 2 degrés et dans un monde à 1,5 degré ne sont pas les mêmes. Pour en arriver à quoi? C'est que la transformation des économies dont on a besoin dans un monde à 2 degrés ne sont pas les mêmes que les transformations industrielles dont on a besoin et de consommation dont on a besoin dans un monde à 1,5 degré. Et donc on parle d'une transformation majeure de toutes les industries dans tous les pays. C'est de ça dont on parle. Donc quand on parle du modèle de croissance, il faut intégrer dedans un modèle de décroissance. C'est le modèle de l'économie traditionnelle qui a un impact très fort dans l'énergie où il faut se débarrasser du fossil fuel aussi vite que possible. Et malgré le fait qu'on a des difficultés pour avoir une économie, une énergie à 100% demain matin, mais il va falloir passer toutes ces barrières. Donc la décroissance du modèle d'agriculture où on met un maximum d'engrais phosphorés et qu'on déforeste pour avoir le maximum de mètres carrés, enfin d'hectares. Donc il faut transformer profondément notre économie et notre savoir-faire avec une décroissance nécessaire de modèles qui sont aujourd'hui les modèles traditionnels qui ont fait leurs preuves et qui sont rentables parce qu'on ne paye pas les externalités que l'économie aujourd'hui génère. On ne paye pas le CO2 et on ne paye pas l'ensemble des pollutions qu'on peut générer avec le modèle traditionnel. Et en même temps, il faut qu'on développe en accéléré la nouvelle économie. Donc on développe ces nouvelles sources d'énergie, sachant qu'un modèle à 100% d'économie verte, comme vous l'indiquez, ce n'est pas encore faisable. Et donc cette transition, elle a besoin d'être faite, mais il va falloir la faire et on n'est pas sûr à quelle vitesse on va pouvoir la faire, mais c'est clair qu'il faut la faire, et pouvoir développer l'ensemble de ces alternatives. Donc ce qui veut dire qu'on a une croissance qui est exponentielle sur ces nouveaux modèles et qu'on a besoin d'accélérer pour pouvoir la substituer avec une décroissance. Est-ce que le résultat des deux, ça donne un modèle en croissance ou en décroissance? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faudra aussi redéfinir ce que c'est que la notion de croissance et la notion de progrès. Et qu'une croissance uniquement mesurée par le PNB n'est pas satisfaisante, parce que c'est une croissance, du coup, qui ne fait pas
qui n'intègre pas les externalités et qui, du coup, c'est le modèle qui se mord la queue, qui utilise de plus en plus de ressources pour générer un modèle financier tel qu'on le connaît historiquement. Et donc, il va falloir aussi redéfinir ce que c'est que le succès, qu'est-ce que c'est que la croissance, et une croissance qui intègre non seulement des éléments économiques, parce que forcément on a besoin de notions d'économie, mais le bien-être, la santé, l'éducation, enfin l'ensemble d'autres éléments qui permettent de se dire et de redistribuer l'activité humaine sur des industries vertes et des services et des nouvelles façons de fonctionner. Est-ce que le résultat de tout ça sera de la croissance? Si vous croyez en l'homme et en notre créativité, oui, ça sera un modèle de croissance, mais la croissance ne sera pas mesurée comme on la mesure aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup Michel Frédot. Je note au passage le problème des outils aussi, des outils de mesure, la remise en question de certains outils existants. Axel Reynaud, vous êtes cofondateur et président de Net Zero. Vous démarrez votre carrière en 91 dans le groupe Hachette, puis vous rejoignez le BCG en 97. Vous y devenez directeur associé senior, en charge notamment de la zone Europe de l'Ouest, Afrique et Amérique du Sud, de la practice institutions financières, M&A et intégration post-fusion. En janvier 2021, vous fondez avec l'aide du climatologue Jean Jouzel notamment la start-up Net Zero, dédié à la séquestration carbone long terme sous forme de biochar, on va y revenir. Et en 2022, moins d'un an après la création de cette entreprise, votre modèle économique est distingué par Elon Musk lui-même avec la fondation X-Prize et labellisé par Bertrand Piccard aussi et sa fondation Solar Impulse. Alors on va commencer par une question très simple, on parle de biochar, tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que cette matière. Est-ce que quelqu'un connaît le biochar dans la salle? Levez la main. Bon voilà, quelques personnes, mais pas la majorité, loin de là. Donc première question évidemment, Axel, c'est qu'est-ce que le biochar? Et puis ensuite, c'est est-ce qu'il pourrait devenir une composante essentielle des stratégies mondiales de compensation des émissions de carbone? Merci, bonjour à tous. Alors le biochar, en fait, c'est du carbone qui a été capté par photosynthèse, par des végétaux qui, voilà, vous avez tous appris le principe de la photosynthèse. Les plantes, en poussant, captent du CO2. Si on ne fait rien, les plantes, au bout d'un moment, finissent par se dégrader, pourrissent, sont brûlées, voilà, et le carbone repart dans l'atmosphère. Et ce qu'on fait avec le biochar, c'est qu'on stabilise ce carbone qui était présent dans les plantes sous une forme qui ne va plus se dégrader. Et donc, en net, on enlève du CO2 de l'atmosphère. Ça, c'est le premier effet. Et on convertit en fait ce carbone qui tournait dans le cycle atmosphérique en une poudre qui ressemble un peu à de la poudre de charbon de bois. Et quand on mélange ça dans les sols agricoles, notamment dans des sols pauvres, acides, comme il peut y en avoir dans les zones tropicales, en fait, on améliore la rentabilité, la qualité des sols, donc les rendements, et donc, d'une certaine façon, les revenus pour les agriculteurs. On permet de réduire l'usage des engrais. Et donc, il y a tout un ensemble de co-bénéfices, comme on dit, à enlever du CO2 de l'atmosphère. Voilà. Et donc, ce que fait ma petite start-up, c'est d'essayer de déployer ce modèle à grande échelle en utilisant des résidus agricoles. Alors, c'est qu'une toute petite partie de la solution. Enfin, on évoque le grand problème climatique, on parlait des accords de Paris, Michel disait voilà, atteindre 1,5 degré. Pour atteindre 1,5 degré de réchauffement, entre nous, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on y est déjà quasiment. Donc le 1,5, malheureusement, va le dépasser. Mais il faut réduire les émissions. Donc on parlait de l'hydrogène, de tout un tas de technologies pour décarboner. Mais même quand on fait tout ça, le GIEC dit on va continuer au niveau de la planète à émettre de l'ordre de 10 milliards de tonnes de CO2 par an. 10 milliards de tonnes de CO2, c'est difficile d'imaginer ce que c'est, mais c'est plus que tout ce qu'on extrait de pétrole et de gaz par an. Et donc il va falloir enlever ce CO2 parce que sinon il s'accumule dans l'atmosphère et chaque fois qu'on en met plus, ça continue à réchauffer. Et donc le GIEC dit il va falloir en enlever 10 milliards de tonnes et le biochar, c'est une des solutions pour faire ça. Vous avez peut-être entendu parler de solutions comme la capture directe dans l'air, la minéralisation, enfin il y a plein de solutions technologiques. Nous, on essaye modestement de déployer une solution dont le potentiel est autour de 1 milliard de tonnes, donc c'est déjà pas mal, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Très bien, merci. Marc Fontoka, vous aviez une remarque. Oui, qui répond à certains éléments qui ont été donnés donc par Michel et Axel, et en même temps je voudrais redire un peu autrement ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est-à-dire qu'il faut faire attention, d'ailleurs, même dans les termes de votre question. C'est assez souvent qu'on demande aux uns et aux autres, est-ce que votre truc, c'est la solution miracle qui, voilà. C'est un peu la tentation. Voilà. Alors, évidemment, il y a ceux qui posent la question parce qu'ils sont angoissés et ils voudraient qu'il y ait une solution miracle. Alors, je peut-être vous l'annoncer aujourd'hui solennellement, mais il n'y en a pas de solution miracle. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il y a des enjeux commerciaux, industriels, et que chacun arrive avec ses solutions miracles. Même les scientifiques qui n'ont pas ces enjeux-là publient régulièrement des articles en disant « j'ai découvert le truc qui marche et qui va sauver l'humanité ». Et tout ça conduit à une vision qui est problématique. Pourquoi elle est problématique? Parce que bon, le thème est aujourd'hui et demain celui de la confiance, mais je crois qu'on construit cette confiance si on fait part de nos doutes et si on n'exagère pas nos promesses. Je pense que c'est très très important et c'est ce que moi, en tout cas, j'essaye de faire comme scientifique, à la fois dans mon laboratoire et aussi, je me permets de le dire parce que ça légitime un peu ce que je raconte sur les questions énergétiques, je préside le comité énergie de l'Académie des sciences depuis 6 ans, ce qui m'amène, en plus des sujets sur lesquels je travaille personnellement, de regarder tout un tas de problèmes. Au cours des dernières années, j'ai animé dans ce contexte-là des rapports sur le nucléaire, des rapports sur la biomasse, des rapports sur l'hydrogène, etc. Et donc, je voudrais vraiment dire cela. Donc, il n'y a pas de solution miracle, et dans beaucoup de cas, le gros problème, c'est la mise à l'échelle nécessaire. Vous pouvez faire dans un laboratoire quelques bulles d'hydrogène qui sortent de l'eau, mais la question, c'est qu'il faut en faire des dizaines et des centaines de millions de tonnes pour que ça ait un sens. Donc, faisons très attention à ça. Alors, je dirais que cette histoire de zéro carbone en 2050 et de 1,5 degré en 2100, moi, ça me pose un problème. Parce qu'on ne sait pas d'ailleurs très bien d'où viennent ces chiffres. Ils ont été donnés effectivement en 2015. Et donc c'est devenu un dogme, de sorte qu'en effet, le 1,5, il sera dépassé, puisqu'on y est en effet déjà. Et puis comme vous l'avez vu régulièrement, tous les ans, il y a un bilan des émissions de carbone et des émissions de CO2, et ça continue à augmenter. Le bilan 2024 sera également une augmentation des émissions de CO2. Donc, je crois, et le zéro carbone, c'est la même chose. Malheureusement, je ne serai pas vivant en 2050, mais il n'y aura pas de zéro carbone à l'échelle mondiale en 2050. Il faut dire la vérité. Et là, la question de la confiance se pose. C'est-à-dire que il y a déjà tellement de défiance dans la population, d'ailleurs vous citiez, je crois, oui, tout à fait, un sondage, il y a tellement de défiance vis-à-vis des politiques, évidemment, vis-à-vis même des entreprises, vis-à-vis même de gens comme moi, qu'on classe parfois de techno-solutionnistes. Enfin, on croit être désagréable en m'appelant comme ça, mais je suis en effet un technosolutionniste. Vous le prenez comme un compliment. Mais pas BA, bien sûr, mais j'imagine. Je suis un technosolutionniste. Je veux dire, il y a tellement de défiance que si nous continuons à parler un langage qui exagère les promesses, qui donne des objectifs qui ne sont pas atteignables, eh bien, le résultat, ça sera une perte de confiance supplémentaire. Donc je crois qu'on est à un moment donné où il faut dire qu'en effet, c'est compliqué, mais nous avons des directions, nous travaillons, que ce soit entreprises, scientifiques, politiques, avec tout un tas de difficultés, on le voit avec les COP successives, que c'est difficile, qu'on fait de notre mieux, mais voilà, ne soyons pas dogmatiques avec ces objectifs. Très bien, mais je pense que la réintroduction du doute, en effet, et l'absence de fausses promesses, c'est quelque chose de précieux. Michel Frédot, Axel, vous interviendrez, mais Michel Frédot avait demandé la parole juste avant. Non, parce que je pense qu'on est, et merci Marc pour votre remarque, parce qu'on est au cœur d'un des débats. Et bon, je souscris complètement à ce que vous dites, il n'y a pas de doute, et c'est l'importance de la science, en fait, et de la voix des scientifiques, qui nous permettent de mettre exactement la ligne là où elle doit être. En même temps, je voudrais rajouter un autre élément qui me paraît assez fondamental.
c'est que les objectifs, il faut donner des objectifs aux entreprises et aux acteurs économiques de manière à pouvoir générer des actions et faire les investissements qui sont nécessaires. Et ces objectifs-là, il ne faut pas se tromper sur ce qu'ils sont. Et pour en revenir, même si on a des doutes sur notre capacité à, si vous vous donnez un objectif d'un monde à 1,5 degré, prenez dans le shipping par exemple, le transport de bateaux, et si vous vous donnez un objectif à 2 degrés, vous ne faites pas les mêmes investissements, ce n'est pas les mêmes bateaux. À 2 degrés, avec du gaz, par rapport à le carburant qu'ils utilisent aujourd'hui, ça fait les 30% ou les 35% de réduction. À 1,5 degré, il faut changer complètement le bateau. Et vous avez des stratégies complètement différentes entre Maersk, qui a décidé de racheter complètement 8 ou 9 nouveaux bateaux au méthanol de manière à pouvoir avoir du zéro carbone, et CGM, CMA, qui lui a décidé d'adapter ses moteurs pour pouvoir... Et donc, ce n'est pas les mêmes stratégies. Donc, je ne sais pas à combien on va arriver ou pas arriver. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas se tromper sur les objectifs et les ambitions qu'on doit se donner, de manière à se donner, à faire les bonnes actions. L'autre élément que je voulais rajouter, les gens qui ne font que le climat, sans intégrer la biodiversité, sans même intégrer l'aspect d'inclusion des communautés locales, etc., c'est-à-dire l'ensemble des dimensions qui sont nécessaires pour avoir un véritable progrès et pas simplement pour baisser le CO2, et qui font donc une transformation CO2 sans se soucier du reste, se trompent. Parce qu'autant, tant qu'à faire, on fait une transformation, intégrer l'ensemble des dimensions sur lesquelles l'entreprise, l'industrie, a un effet significatif sur ce qu'on appelle les limites planétaires, etc. Et ce n'est pas simplement le CO2. Très bien, tout Donc, à fait. Il y a ces deux aspects-là que je voulais rajouter. Et les objectifs et la prise en compte de toutes les parties prenantes. Axel, vous êtes d'accord avec cette vision? Alors, je suis d'accord. Je voulais aussi rebondir sur ce qu'avait dit Marc. Il faut effectivement un discours de vérité, et je pense que la science a un rôle là-dedans, et il faut sortir de, finalement, toute croyance se vaut, et la science dit des trucs, mais voilà, on met sur le même plan ce que disent les rapports du GIEC et ce que dit Madame Michu dans la rue. Le discours de vérité, il peut être catastrophiste. Enfin, on peut dire, non mais en fait, le 1,5, on ne va pas y arriver, en fait, on va droit dans le mur. Et si on pousse trop le discours de vérité en disant finalement c'est quoi le scénario du pire, on va désespérer tout le monde, et s'il n'y a pas d'espoir, il n'y aura pas d'action. Et donc il faut trouver le bon équilibre pour rétablir, alors c'est le thème de la confiance, c'est le thème un peu général de ce week-end, mais pour rétablir une forme de confiance en disant on a confiance dans le diagnostic et on a confiance dans le fait que ça va être difficile, et il y a un vrai discours de dire on n'y est pas du tout, et en même temps on a confiance. Et il y a un espoir qu'il y a quand même des solutions. Parce qu'on n'est pas dans un monde sans solution. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont disponibles ou pas loin d'être disponibles. Alors Marc parlait des difficultés d'électrolyse de l'hydrogène, et on parle beaucoup d'hydrogène, mais il y a quand même un panel de solutions qu'on a la chance d'avoir, que la science a développé depuis des dizaines, voire plus d'années, et le solaire, le nucléaire, enfin tout ça, ça permet de décarboner très fortement des nouveaux processus industriels, des nouvelles façons de faire l'agriculture, etc., etc. Et donc il faut aussi porter ce message d'espoir, porté par la science, parce que sinon, si on dit juste, non mais en fait, 1,5, on n'y arrive pas, et puis ça va se réchauffer, et puis de toute façon, ça va être que la décroissance, et puis à la fin, on va avoir des tribus qui s'entretuent, c'est pas comme ça qu'on va réagir. C'est pas face à la peur, c'est face à l'espoir, je pense. Très bien. Michel Frédot, par rapport à l'espoir justement, est-ce qu'on peut parler des pays en développement et leur façon de réussir leur transition verte, alors que c'est un objectif de la COP29 ? Vous aviez des éléments sur le sujet. Bon, donc ça c'est un peu l'épine dans la chaussure. Bon. Ça se passe pas bien les discussions à la COP29. Ils sont en train de conclure là aujourd'hui ou demain, et c'est pas terrible. Juste peut-être pour remettre les choses en perspective. Bon, historiquement, les pays qui ont mis le CO2 dans l'atmosphère, c'est pas les pays en voie de développement, c'est nous. C'est notre développement économique. Et donc la responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui nous incombe. Et donc parmi les accords de Paris, parmi les accords qu'on avait eus, il y avait eu la volonté ou l'acceptation plutôt des pays occidentaux, de l'OCDE en gros, de dire on va contribuer
et aider les pays en développement dans la transition qu'ils auront à faire. Et donc, il y a une partie de l'argent qui ira dans la mitigation, c'est-à-dire de baisser le CO2, et une autre partie dans l'adaptation, parce qu'il faudra aussi les aider à résoudre les problèmes des événements climatiques. Donc c'était agréé à 100 milliards à l'époque, 100 milliards qui étaient déjà considérés comme une goutte d'eau, mais enfin on a délivré ce 100 milliards avec 2 ans de retard il y a 1 an ou il y a 2 ans. Et on arrive déjà maintenant, et c'est l'objet de la COP 29, à renégocier ce 100 milliards. Ce qu'ils appellent le NCQG, le New Common Goal, Quantified Goal. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur un chiffre. Le problème est le suivant, c'est que d'abord, vous voyez nos pays occidentaux, on n'a pas d'oseille, on n'a pas envie de payer. Ensuite, l'analyse chiffrée de combien il faut dans les pays en développement, c'est pas 100 milliards, c'est 1300 milliards de dollars par an qu'il est nécessaire d'allonger. Alors, évidemment, ce n'est pas une seule source. Vont s'y mettre les banques de développement multilatérales, le FMI, la World Bank. Il y a toute une batterie d'acteurs publics, mais il y a un moment, il y a besoin aussi d'argent privé. Et si on démoyennise un peu ce 1,3 milliard, il y a les pays qu'on appelle les low income countries, donc là où vous retrouvez le Ghana, Haïti, des pays comme ça, qui n'ont absolument aucun moyen, pour lesquels il va falloir faire des dons, donner l'argent. Donc ça, c'est une catégorie. Et puis, il y a les pays qu'on appelle les middle income countries. Alors là, vous retrouvez le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Indonésie. Et là, fondamentalement, ces pays-là, ils ne vous demandent pas des subventions. En fait, ce qu'ils vous demandent, c'est de les aider à transformer leur industrie. Parce que ce que je décrivais tout à l'heure de ce qu'il y a à faire, il y a aussi une opportunité majeure pour ces pays-là. C'est de développer une industrie hydrogène, de développer une industrie de l'acier ou une industrie agricole qui soit cohérente avec un monde à 1,5 degré et qui soit capable d'exporter, parce qu'ils ont passé cette vague-là et ils ont donc une économie moderne. Donc ils ont envie d'investir. Et donc dans ces pays-là, leur problème, c'est pas qu'on leur fasse des dons, c'est qu'ils aient les capacités de financer une énergie verte, une agriculture verte, etc. Et pour ça, il faut leur baisser le coût du capital. Donc leur problème, c'est le coût du capital, parce que ces pays-là sont dans des pays risqués et du coup n'arrivent pas à attirer les financements privés qui sont nécessaires pour faire cette transformation-là. Donc au milieu de cette discussion où on a du mal à se mettre d'accord, en fait, je pense que l'addition de ça, c'est qu'on n'a pas suffisamment démoyennisé les besoins de financement par pays et par type de projet, de manière à pouvoir répondre à cette demande, plutôt qu'à faire des accords un peu globaux. Très bien. Merci beaucoup. On va arrêter, on va clore là cette première partie et on va passer à la deuxième partie de la session qui sont les questions du panel d'étudiants que je vous demande d'applaudir aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour ces questions. Merci pour eux. Donc, nous avons plusieurs étudiants de différentes écoles. Nous avons Salma Bayrat de l'ENS Paris-Saclay, Adèle Combaré de Subbiotech, nous avons Guillaume Loussouarn de Télécom Paris, Baptiste Mille de Unilassal Rennes et Mohamed Sy de PSL. Donc merci à vous toutes et tous d'avoir créé ces questions. Je vous propose pour cette session-là de 30 minutes d'avoir un échange le plus dynamique possible, ce qui signifie des réponses les plus concises possibles de la part de nos intervenants. Et puis je vous conseille d'aller directement sur vos questions précises, en passant la question générale qu'on ne pose pas pour favoriser cet échange le plus dynamique possible. Donc choisissez les questions les plus, celles qui vous s'intéressent le plus aujourd'hui. Merci beaucoup, allez-y. Oui. Donc Guillaume Loussouarn, Télécom Paris, comment définiriez-vous le véritable progrès en matière de climat et de durabilité? À qui vous adressez-vous? À tout le monde. À tout le monde, parfait. Je peux commencer. Ce qu'on sait, c'est que l'origine de nos problèmes, en tout cas climatiques, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dessus, on a en effet une feuille de route assez claire. Il faut les diminuer. Et puis par ailleurs, on sait que c'est notre consommation de fossiles qu'il faut diminuer. En même temps, toujours cet équilibre-là, en même temps,
Si c'est si difficile de se débarrasser des fossiles, c'est parce qu'ils ont contribué à cet fantastique progrès de l'humanité en termes de croissance économique, de niveau de vie, de santé, d'éducation, etc. Et en particulier dans des pays qui n'avaient pas accès à tout ça. Donc, voilà, c'est quoi le progrès en matière de climat? C'est toutes les innovations, tous les petits pas, en tout cas, je prends ma casquette de scientifique pour dire ça, qui ont conduit à des propositions de nouvelles technologies qui sont dites bas carbone, qui effectivement émettent moins. On ne serait pas aujourd'hui en capacité de développer le photovoltaïque si il n'y avait pas eu, à un moment donné de l'histoire des sciences, des gens qui avaient découvert l'effet photoélectrique, les semi-conducteurs, etc. On ne parlerait pas des batteries si d'éminents scientifiques n'avaient pas découvert la technologie lithium-ion, qui a valu un prix Nobel en 2019, je crois, enfin, etc. Donc il y a des progrès partout. Ça, c'est l'aspect technique, scientifique. Là où peut-être c'est plus difficile, c'est que ce progrès, il ne se mesure pas uniquement en termes de niveau technologique, il se mesure aussi en termes de comportement humain. Et là aussi, peut-être que ça ne va pas assez vite, mais là, c'est plus du niveau des sciences humaines et sociales, disons, de traiter ces questions-là, et je ne suis pas compétent pour faire ça. Oui, Axel, vous aviez une... Oui, peut-être pour compléter, évidemment, le progrès, il va se mesurer dans la réduction nette des émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, comme le disait Marc, il y a plein de technologies déjà. Certaines qui sont en train de passer à l'échelle, alors on pense le solaire, les batteries, etc. D'autres qui sont déjà à l'échelle ou qu'on pourrait mettre à l'échelle, genre le nucléaire. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que ces nouvelles technologies, elles ont, elles ont des effets d'échelle qui font que leurs coûts se réduisent très fortement au fur et à mesure qu'on avance. Et elles vont rendre obsolètes les technologies basées sur les énergies fossiles. Les énergies fossiles, en fait, c'est un système pas efficace du tout. Si vous regardez le rendement énergétique global entre tout ce qu'il faut dépenser comme énergie pour aller extraire le pétrole, le raffiner, etc., l'amener dans le moteur de la voiture qui a un très mauvais rendement avec la boîte de vitesse, etc., en fait, c'est un système qui n'a aucun sens. On n'avait pas mieux jusqu'à présent, donc on l'a utilisé. Mais le système électrique est beaucoup plus efficace. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est un peu comme l'âge de pierre, on n'a pas arrêté, l'âge de pierre, c'est pas terminé parce qu'il n'y avait plus de pierre. L'âge du pétrole ne va pas s'arrêter parce qu'on n'aura plus de pétrole. L'âge du pétrole, il va s'arrêter parce qu'il y aura des systèmes plus efficaces. La difficulté, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est à quelle vitesse on arrive à déployer ça pour aller plus vite que le rythme naturel de l'évolution technologique et du remplacement des actifs. Parce que si j'ai une vieille centrale à charbon, elle a le mérite d'être là, d'être amortie, et voilà. Et donc là, il va falloir la remplacer plus vite. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en fait plus efficaces. Donc on n'est pas nécessairement sur le long terme dans un monde où on dit « Ouh là là, mais ça va être horrible, tout ça, ça va coûter beaucoup plus cher, ça va être beaucoup moins efficace ». C'est pas vrai. Ça coûtera moins cher et ce sera plus efficace. La difficulté qu'on a, c'est comment on gère la transition dans les 20, 30 ans qui viennent et comment on accélère ça. Michel Frédot, vous êtes d'accord ? Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord, mais je voulais rajouter une autre dimension, parce que, si vous voulez, le progrès, encore une fois, il faut des moyenniser, parce qu'on a notre vision à nous du progrès, donc notre façon de définir le progrès, et en effet, la diminution du CO2, etc. Bon, le progrès du point de vue du Ghana et de l'Afrique du Sud, c'est pas ça. C'est un progrès de développement économique. Et tant qu'on n'a pas un système électrique vert qui a fait ses preuves et qu'on est capable de démontrer qu'on va construire en substitution du système actuel d'énergie de l'Indonésie, etc., ça ne va pas se faire. Et donc, il y a cette notion de juste progrès, et donc d'intégrer d'autres dimensions que simplement l'aspect technologique et technique. Et donc, de reconnaître le fait que la Chine, on peut se dire, ils décommissionnent le charbon en 2060,
où ils arrivent à net zéro en 2060, c'est trop tard, ils sont déjà full speed, à vitesse totale. C'est le plus gros développeur d'énergie verte au monde. 50% de la croissance du photovoltaïque et de l'éolien vient de Chine. Donc ils ne peuvent pas aller plus vite. Et donc, en conséquence, ils décroissent leur charbon à la vitesse qu'ils peuvent par rapport au développement qu'ils ont. Donc chaque pays a ses propres contraintes, qui fait que la notion de progrès n'est pas forcément définie de la même manière pour tout le monde. Donc il y a cet aspect de décroissance du CO2 qui est en effet notre problème par rapport au climat, mais qui doit se démoyenniser selon les pays. Et alors là, pour revenir aux pays occidentaux, sur lesquels on a les moyens, on a l'argent, etc., enfin, simplement de rappeler que pour 70 milliards de subventions pour développer l'économie verte, il y a encore dans nos pays 620 milliards de dollars, presque 10 fois plus, de subventions sur les énergies fossiles. Donc voilà, vous conclurez pour vous-même, le progrès, c'est aussi d'avoir la force politique de mettre l'ensemble des éléments dans le même sens, de manière à pouvoir baisser ces émissions, effectivement. Merci pour ces éléments structurants. Une autre question. Donc là, il nous reste 15 minutes pour vous quatre. Donc voilà, je peut-être adresser des questions à une des personnes, peut-être. À vous de voir. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Baptiste. Je suis en dernière année d'école d'ingénieur à Unis-la-Salle-Rennes en génie de l'environnement. Et j'aime beaucoup parce que vous avez introduit ma question, vous parlez de technologie verte, de batteries, etc. Moi, je vous pose la question par rapport à la finitude des ressources matérielles dont la planète dispose, en fait. Aujourd'hui, on arrive à des scénarios de transition où, matériellement, ce n'est pas possible de réaliser ces scénarios. Je ne sais pas si vous connaissez Aurore Stéphan, qui est ingénieure minière, qui en parle très bien. Donc moi, je vous pose la question, de votre point de vue à vous trois, comment fait-on avec la finitude des ressources dont on dispose pour réaliser cette transition? Et voilà, si je peux insister sur la concision de vos réponses, merci beaucoup. Peut-être juste, je pense qu'il faut faire confiance à la science. On a réinventé en permanence. Et donc le scénario qui consiste à dire, finalement, on prend le contenu d'une batterie aujourd'hui ou le contenu de n'importe quel objet technique, et on dit, voilà, mais il va falloir en faire 1000 fois plus, et donc je fais le calcul et je n'ai pas 1000 fois ces ressources. C'est une approche qui se heurte tout le temps à l'invention, à l'innovation. Et donc, je pense qu'on peut faire confiance à la science, qu'on va trouver des manières de produire avec moins de ressources ou moins des ressources rares. On le voit sur les batteries. On était parti avec beaucoup de métaux rares et puis finalement on s'aperçoit qu'on en a besoin de beaucoup moins. Et il y a des domaines d'innovation. Donc partir a priori en se disant « Ouh là là, on est dans un monde absolument limité ». Alors à 1 million d'années, oui, on est sans doute limité, mais dans le temps qu'il nous est nécessaire et qui nous est imparti pour faire la transition, je pense qu'on peut faire l'hypothèse de l'inventivité humaine, de ce que la science va amener, et que donc finalement on ne va pas se heurter à ces barrières-là. Par ailleurs, on peut recycler, etc., etc. Oui, la question que vous posez, c'est la même qui se posait quand nous étions 1 milliard d'habitants et on nous disait que, enfin c'est Malthus, nous disait que on avait atteint le maximum et que jamais on arriverait à nourrir 1 milliard d'habitants. Bon, on en nourrit aujourd'hui 8 milliards, donc c'est la preuve qu'on arrive à traiter les problèmes. Et on nourrit mal dans certains endroits, mais on nourrit une grande partie de cette population. C'est normal de se poser la question, et en effet, il y a tout un tas de ressources minérales, en particulier celles que je connais bien, les métaux, qui posent problème. Mais oui, il faut répondre à ces questions. Alors d'abord, on va être de plus en plus économe, on va faire des efforts là-dessus. Deuxièmement, on va essayer de transformer tout un tas de procédés industriels qui utilisaient des métaux moins abondants, plus chers, je ne sais pas, comme le platine, le rhodium, l'iridium, etc., par des métaux plus abondants, fer, cobalt, nickel, etc. Mais bon, ils ne sont pas infinis non plus. Et puis, par exemple, moi j'ai travaillé à une époque un peu là-dessus, il y a une chose absolument fabuleuse qui est devant nous pour les scientifiques, les ingénieurs, c'est la cyclabilité de ces métaux. C'est-à-dire qu'il faut inventer de nouvelles technologies de récupération et de recyclage. On est encore très loin du compte, mais là, il y a des sujets fabuleux pour vous, les ingénieurs, là, de se lancer dans des choses comme ça. Voilà, donc, et puis par ailleurs, oui,
la population mondiale, maintenant on le sait, ne va pas augmenter jusqu'à 10, 11, 12, 13 milliards. On va arriver à des plateaux, ça va même redescendre. D'ailleurs, ça peut être un problème, hein. Je le dis parce que pour moi, c'est un des sujets très très importants. Partout, le renouvellement de la population ne se fait pas. Il y a des pays comme la Corée qui sont à 0,7. Même nous, Français, qui étions les champions, nous sommes en dessous de 2. Et un monde sans jeunes, sans capacité de travail, de production, c'est un monde qui est voué à la misère. Donc il y a une sorte de niveau équilibré de population avec des jeunes. Il faut des jeunes. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi. Hein. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Michel Fredo? Non, je voulais juste rajouter une autre dimension, c'est nous-mêmes, nos comportements. Est-ce qu'on a besoin de 15 t-shirts? Est-ce qu'on a besoin de 4 voitures? Est-ce qu'on a besoin d'aller à Nice en avion? Est-ce qu'on a besoin de? C'est-à-dire que s'il n'y a pas un changement drastique de comportement, oui, évidemment, la science, la technologie, les entreprises, le recyclage, enfin, tous ces éléments-là sont fondamentaux. Et les économies d'énergie, Mais pensons aussi aux changements de comportement qui sont nécessaires pour répondre à ça, qui sont, de mon point de vue, probablement le premier driver, et qui n'arrivent pas, malgré ce qu'on observe autour de nous. Les jeunes continuent à voyager comme si de rien ne se passait. Tous les sondages montrent qu'on ne change pas grand-chose à nos comportements. Donc voilà, food for thought. Une troisième question? Bonjour, je m'appelle Adèle Combaret, étudiante à la Subbiotech. Et alors, je vais mélanger deux questions pour Marc Fontecave. La première, c'est dans l'article The Green Solvent, A Critical Perspective de Neil Winterton. L'auteur conclut qu'aucun solvant ne peut être considéré comme entièrement vert dans tous les contextes. Quel est votre avis sur cette affirmation ? Et la deuxième question, c'est quelles avancées récentes en chimie des processus biologiques vous semblent les plus prometteuses pour répondre aux grands défis de demain? Alors sur la première, c'est une question très, très pointue, hein, la question des solvants. En même temps, effectivement, dans l'industrie, les solvants, c'est un sujet très, très important, évidemment. Et la plupart des solvants sont carbonés et viennent de la pétrochimie. Alors, ce monsieur nous dit qu'il n'y a aucun solvant qui est vert. Alors, à nouveau, je répète que mettre de la verdure sur tout et n'importe quoi, c'est fatigant. Mais comme rien n'est vert, je suis d'accord avec cette affirmation. Comment on résout ce problème? Effectivement, il faut, dans l'industrie, dans la recherche, et il faut se poser la question du remplacement de solvants qui sont très carbonés. Et moi, par exemple, dans mon laboratoire, et comme dans d'autres laboratoires, nous nous occupons, par exemple, de la transformation du CO2 qui est capturé par Axel, mais pas sous la forme de biochar, mais qui est capturé qu'on capture ce CO2 pour le transformer en molécules carbonées dont nous avons besoin. Ce sont les carburants alternatifs, les carburants de synthèse, les e-fuels, enfin il y a toutes sortes de noms. C'est le U de CCUS dont vous avez déjà entendu parler, Carbon Capture, Utilization and Sequestration. Bon, par exemple, nous développons des technologies qui sont uniquement dans l'eau. Voilà un solvant qui me paraît être assez vert. Mais il y a de plus en plus, en chimie en tout cas, dans l'industrie chimique, il y a de plus en plus de procédés qui sont abandonnés ou qui sont traités pour remplacer ce problème de solvant par de l'eau, par exemple. Alors de l'eau, il y en a une quantité suffisante. En même temps, il faut la protéger. Mais voilà, le solvant, donc il a à la fois raison et tort. Il y a un solvant qui est, de mon point de vue, pas carboné, en tout cas, c'est l'eau. C'est H2O, hein, il n'y a pas d'atome de carbone dans H2O. Voilà. Sur le deuxième point, à nouveau, il ne faut pas tout à fait poser la question comme ça, si vous me permettez, c'est-à-dire il n'y a pas de solution miracle. Mais ce qu'on voit apparaître dans le domaine que vous indiquez, qui est celui que j'enseigne d'ailleurs ici au Collège de France, cette chimie des processus biologiques,
on voit des choses tout à fait intéressantes. Je prends 2 exemples. C'est le domaine de la photosynthèse artificielle, c'est-à-dire toutes ces recherches qui consistent à comprendre comment les plantes et les micro-organismes photosynthétiques arrivent à transformer justement le CO2 en tout un tas de molécules carbonées très utiles, et en utilisant uniquement l'énergie solaire comme source d'énergie. Et il y a tout un tas de choses qui se font, qui sont très intéressantes dans la chimie biomimétique, qui consiste à développer des systèmes comme cela. Il y a tout le domaine de l'utilisation des enzymes, et je prends un seul exemple, c'est, alors je ne me souviens plus quel est le nom de l'entreprise, mais qui a découvert des enzymes qui arrivent à dépolymériser. Carbios, voilà, exactement. J'avais invité l'année dernière, j'avais fait un colloque ici au Collège de France sur justement l'innovation dans le domaine de la décarbonation, et j'avais invité le patron de Carbios, et qui nous a montré effectivement les avancées dans l'utilisation justement de la biologie, des enzymes, pour dépolymériser les polymères de façon intelligente, c'est-à-dire que les monomères, il faut connaître un peu de chimie, mais les monomères qui en découlent peuvent être réutilisés ensuite pour faire de nouveaux polymères, ainsi de suite. Donc tout à l'heure, je parlais de récupération de recyclage pour les métaux, mais voilà un autre sujet qui est absolument essentiel, c'est qu'on soit capable de faire des polymères bas carbone, même si c'est que du carbone, mais dans lequel les atomes de carbone viendraient du CO2 qui a été capturé, et que par ailleurs, ils pourraient faire plusieurs cycles, parce qu'on serait capable de dépolymériser et de repolymériser les mêmes monomères. C'est un exemple. Très intéressant, merci pour cette question technique. C'est bien aussi d'avoir des éléments très techniques, parce qu'on plonge vraiment là au cœur de la science et puis dans le côté opérationnel des solutions. C'est de la pub pour Carbios, mais je n'ai aucun intérêt dans l'entreprise. Voilà, c'est à vous de voir. Et voilà, est-ce qu'on a une 4e question? Bonjour, Salma Berat, étudiante à l'École normale supérieure à Paris-Saclay. Alors ma question s'adresse à vous, Axel Reynaud. Quels critères utilisez-vous chez Net Zero pour garantir la qualité des crédits de décarbonation que vous vendez aux entreprises, et comment vous assurez que ces critères-là répondent aux attentes de transparence et d'efficacité énergétique des entreprises acheteuses? Merci pour la question. C'est vrai, dès qu'on dit crédit carbone, il y a une espèce de petite suspicion là, qui parcourt la salle en disant « Ouh là là, est-ce que c'est de l'arnaque ?» J'ai vu un reportage sur des gars qui avaient fait des arnaques au crédit carbone, j'ai entendu que, la presse dit que. Et c'est vrai qu'on a fait un mauvais choix, je pense, en appelant crédit carbone des tas de choses qui n'ont rien à voir. Pour faire court, il y a des crédits carbone qui sont des émissions évitées. Donc on dit, voilà, j'aurais émis parce que j'avais une centrale, je ne sais pas quoi, une centrale à charbon, je la remplace par une centrale, par un barrage, et donc j'évite d'émettre, et donc ça, j'appelle ça des crédits carbone, et d'ailleurs je peux les vendre. Ou je protège une forêt qui aurait été déforestée. Puis après, on appelle aussi crédit carbone des gens qui disent je vais planter des arbres, par exemple, et je vais enlever du CO2 sur quelques dizaines d'années, qui est la durée de vie de l'arbre. Et puis, on appelle aussi crédit carbone ce qu'on fait nous, c'est-à-dire des méthodes qui permettent d'enlever du CO2 sur très longues périodes, des centaines ou des milliers d'années. Et donc, derrière votre question, il y a toujours la suspicion de dire mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a un vrai impact climatique? Et la qualité, entre guillemets, comment elle se mesure? Donc la qualité, elle se mesure d'abord par la matérialité de est-ce que réellement le carbone a été enlevé? Est-ce qu'on peut mesurer la quantité de carbone qui a été enlevée? Elle se mesure par la stabilité et d'une certaine façon la durée pendant laquelle on va enlever le carbone. Ce qu'il faut voir, je pense que la plupart d'entre nous oublient un peu que quand on émet une tonne de CO2, quand on fait un Paris-New York en avion, le CO2, il va rester des milliers d'années dans l'atmosphère. C'est une molécule extrêmement stable, en fait, le CO2. Et donc, on va chauffer, marginalement, mais on va chauffer, notre Paris-New York, il va chauffer un peu l'atmosphère pendant des milliers d'années. Et donc, si on veut compenser ça, il faut enlever du CO2 sur une durée équivalente. Et donc, le deuxième critère de qualité, c'est la permanence de l'émission négative, comme on dit. Et puis ensuite, il y a un troisième critère qui est ce qu'on appelle les co-bénéfices, c'est-à-dire au-delà d'avoir enlevé du carbone, est-ce qu'on a créé un impact sur l'environnement, sur la biodiversité, sur l'emploi, sur l'accès à l'énergie, etc. Et donc pour ça, il y a des organismes qui certifient les crédits carbone. Donc évidemment, les entreprises ne le font pas elles-mêmes. Il y a des gens plus ou moins sérieux
C'est une industrie très récente, donc il y a des gens très sérieux, il y a des margoulins. Ça va progressivement se clarifier. L'Europe est en train d'émettre des normes avec une qui s'appelle CRCF, qui est pour essayer de définir des standards de qualité. Il y a des approches similaires dans d'autres géographies. Et l'idée, c'est progressivement, effectivement, de mettre la confiance. On revient au sujet de la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y aura personne pour financer, pour acheter des crédits carbone. Donc, il n'y aura personne pour financer le fait d'éviter des émissions ou d'enlever du CO2. Et donc, on n'aura pas résolu au moins ce bout-là du problème climatique. Donc, au cœur, il y a une notion de confiance. Et comme il y a cette espèce d'image un peu générale de « Ouh là là, ce truc-là, j'y comprends rien », et puis en plus, j'ai lu dans la presse qu'il y avait quand même des arnaques, on ne part pas du bon pied, et c'est une bataille que nous, on essaie de livrer au quotidien. Alors, heureusement, il y a des gens sérieux, il y a des organismes sérieux, et on essaye de travailler avec eux. Merci beaucoup pour ce décryptage de cette notion, en effet, parfois un peu fumeuse. Et la 5e question de nos étudiants. Bonjour à tous, Mohamed Si, étudiant en Master IASD à PSL. J'ai une question à Monsieur Michel Alfredo. Donc ma question est la suivante. Donc d'après une étude menée par bien le micro. Excusez-moi. D'après une étude menée par The Shift Project, on sait tous que le numérique représente 4% de l'émission mondiale. Donc de nos jours, avec l'essor de l'IA générative, il y a un grand volume de données qui se produit et les besoins en énergie et en stockage augmentent rapidement. Donc ma question est la suivante. Comment des experts en durabilité comme BCG, le groupe BCG, peuvent-ils encourager un usage responsable de l'IA? C'est une grosse responsabilité. C'est déjà, en fait, notre manière de procéder, c'est on intervient auprès de clients et on les aide sur des missions. Et donc, on aide nos clients à faire une bonne utilisation de ces outils-là. Et donc, quelle est l'utilisation de ces outils ? Il y a des utilisations de l'IA évidentes sur tout ce qui est mitigation, c'est tout ce qui est efficacité énergétique, puis où, au niveau d'une usine ou au niveau d'un système électrique, on est capable d'optimiser mieux, grâce à l'IA, le système électrique. Donc ça, c'est un premier axe. Et c'est vrai aussi pour l'agriculture, pour savoir comment optimiser les champs et l'utilisation des engrais, par exemple. Et donc, ça, c'est sur la mitigation. Sur l'adaptation, c'est évident que l'IA, on vient de faire une grosse mission avec la ville de Lagos pour les aider à modéliser l'impact du climat et quelles étaient les stratégies de mitigation, dans quelle région ou dans quel quartier de la ville il fallait intervenir, sur quel levier, entre la rénovation de certains bâtiments, la surélévation de certaines, le déplacement de certaines populations. Enfin bon, il y a toute une batterie de choses qu'on peut faire grâce à l'IA en termes de mitigation sur l'efficacité énergétique ou en termes d'adaptation qui permettent de bâtir des choses qui sont à très forte valeur ajoutée dans ce contexte-là. Bon, l'autre élément, c'est sûr de reconnaître aussi que l'utilisation de l'IA va générer plus de consommation énergétique au niveau des data centers. Et donc ça, c'est tout l'aspect d'aider d'aider le déploiement des besoins de data centers supplémentaires des Microsoft et des Google, dans quelle localisation ils peuvent le faire. Est-ce que de racheter, par exemple, pour Microsoft, une centrale nucléaire, c'est intelligent, c'est pas intelligent? Est-ce qu'on se met au Maroc? Est-ce qu'on se met en Islande? De manière à pouvoir avoir une stratégie industrielle pour nos data centers qui est low carbone. Bon, ensuite, c'est sûr que l'IA et l'IA régénérative va utiliser plus. Et donc, c'est aussi d'aider les développeurs d'algorithmes à réfléchir à des développements qui soient plus économes en utilisation de puissance de calcul et d'essayer de favoriser ces déploiements-là. Donc, voilà ma réponse à votre question. Si. Merci beaucoup. Donc là, on va passer à la 3e partie de cette session. Mais avant, je vais faire une petite citation de votre livre, qui est celle-ci. En 70 000 ans, Homo sapiens est passé d'une population de quelques milliers à 7,5 milliards. Il a pu le faire grâce à son génie et sa capacité à récupérer l'énergie de son environnement. Plantes pour se nourrir, animaux pour le travail, puis carburants fossiles pour l'énergie. Cela n'a pas été sans dégâts collatéraux, pollution de l'air, de l'eau et de la terre, perte de biodiversité et augmentation de la quantité du CO2 atmosphérique.
L'histoire de l'humanité est au fond à la fois une histoire d'innovation pour fournir à chacun une énergie abondante et bon marché, mais aussi une histoire d'épuisement continu des ressources terrestres. Micro-question, contre cette logique d'épuisement, quelle logique pour l'avenir voyez-vous, préconisez-vous, souhaitez-vous? Je crois qu'on... Je ne pensais pas que j'avais écrit ça, mais... Eh bien si, je pense que c'est votre livre. Non, mais je crois qu'on l'a dit, hein, au cours de cette heure, on a dit tout ça. C'est quoi les scénarios qu'on a devant nous? C'est ce qu'a dit Michel. Il faut que tous, nous, industrie, individus, États, etc., nous luttions contre les gaspillages d'énergie, nous diminuions notre consommation d'énergie, nous travaillons à l'efficacité énergétique, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est... alors, évidemment, quand je dis ça, je m'adresse surtout aux pays riches, hein, parce que, évidemment, il ne s'agit pas de demander à ceux qui n'ont pas d'énergie de diminuer leur consommation d'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un problème. Le deuxième point, c'est que le monde de demain sera électrique. Et il faut trouver des sources électriques. Alors, pourquoi il sera électrique? Parce que remplacer les fossiles par des énergies renouvelables, éolien, solaire ou nucléaire, c'est remplacé uniquement par de l'électricité. Donc le monde demain sera électrique. Malheureusement, il ne peut pas être 100% électrique, donc il faut aussi résoudre la question de la part non électrique. Donc, et puis, on l'a évoqué, tout ce qui toutes les technologies qui vont permettre de limiter l'extraction de métaux, l'accumulation de polymères dans l'environnement, etc. Tout ça va conduire, et tout le monde va y travailler, va conduire à une amélioration des choses. Très bien. Donc, voilà. Une logique collective et plutôt tournée vers l'innovation. Est-ce que, voilà, on va passer maintenant à la troisième partie de cette séquence avec les questions du public. Évidemment, le panel d'étudiants qui avait une quarantaine de questions qui n'a pas pu poser est invité à participer s'il le souhaite. Vous pouvez intervenir à tout moment, chers étudiants et étudiantes. Donc voilà, parole à vous, cher public. Oui, moi j'ai une question autour de l'effet rebond. On entend parler donc de solutions qui sont plus efficientes d'un point de vue énergétique. Si on regarde les voitures, on fabrique des voitures qui sont beaucoup plus sobres, mais on en profite pour construire des plus grosses voitures avec plus de confort. Dans les microprocesseurs, on fait des microprocesseurs plus miniaturisés qui sont plus efficaces, mais on en profite pour en mettre partout dans tous les objets connectés. Et donc à chaque fois qu'on a des innovations, eh bien, on augmente les cas d'usage et en fait on réduit à néant, si je puis dire, l'effort de sobriété qu'on a pu faire avec les innovations. Donc est-ce qu'on a le moyen de sortir de ce cercle? Juste un mot, je n'ai pas de réflexion particulière sur le sujet, mais si les voitures sont... Vous avez raison, hein, mais si les voitures sont grosses, c'est parce qu'il y a une demande. Donc ça a été la stratégie européenne. D'ailleurs, les Européens s'en mordent un peu les doigts, hein, dans le secteur automobile. Les Chinois n'ont pas, ont au contraire visé des véhicules plus petits, moins chers, etc. Bon. Donc il y a une demande pour ces gros véhicules. Donc c'est pas qu'un problème de l'industrie, c'est aussi, je crois, ce que a dit Michel pratiquement pendant une heure. C'est-à-dire nous avons, non mais c'est tellement important. Nous avons tous une responsabilité. Si tout le monde se dit, moi je veux me battre contre le réchauffement climatique, mais ça m'intéresse d'avoir une très très grosse voiture, il y a un problème, quoi. Donc quand il n'y aura plus de demande de ça, et c'est la même chose pour les fossiles. Pourquoi on investit dans les fossiles? C'est parce qu'il y a une demande. Vous avez vu d'ailleurs en France, dès qu'il y a la moindre petite raffinerie de pétrole qui s'arrête, c'est tout de suite la révolution. Bon, donc tout ça doit se faire ensemble. Les États doivent financer la décarbonation. Les entreprises doivent en effet innover en s'appuyant sur des recherches scientifiques. Moi, je travaille en collaboration avec des industriels, hein, même si ma recherche est aussi très fondamentale. Et puis, il y a la responsabilité de chacun. Voilà. Mais ce n'est qu'un élément de la réponse.
La réponse était parfaite. Moi, je suggère à la salle... Oui, je suggère à la salle de diriger les questions d'ordre scientifique vers moi maintenant. Bonjour. Une remarque, une question. Les pays qui vont à fond les manettes sur la décarbonation sont des dictatures. Chine, certains pays du Golfe. Comment, en démocratie, on fait pour installer un récit collectif qui fait rimer sobriété, choisie, qui n'est pas que de la décroissance, mais de la sobriété, avec acceptabilité dans les territoires des technologies qui permettent la décarbonation. Petites centrales nucléaires, bassines, nouveaux barrages hydrauliques. Bon, c'est la question, hein, c'est la question. Et je pense qu'il y a malheureusement l'effet des événements climatiques qui accélèrent et qui augmentent en intensité, qui aident dans le fait qu'à un moment donné, la société civile demande qu'on ait une activité plus forte sur ces points-là. Bon, ceci dit, plus on a fait le diagnostic, plus on a généré des politiques adéquates sur les évolutions industrielles, les subventions, ces éléments-là. Pour répondre à votre question, moi, mon sentiment, c'est que maintenant, pour développer des solutions qui tiennent la route, c'est pas au niveau de Paris ou de Washington qu'on va les trouver. Il faut que ça ensuite passe dans les villes, que ça passe dans les régions, que ça passe au niveau local et que chaque localité, en fait, réfléchisse à sa problématique climat, ses problématiques d'emploi, d'agriculture, d'industrie, de tourisme, et développe les stratégies et ensuite utilise ces subventions qui sont utilisées au niveau, enfin qui ont été développées au niveau global. Donc il y a un principe maintenant où il faut que ça passe sur le terrain pour que les solutions soient développées avec toutes les parties prenantes qui en fait réfléchissent et décident ensemble. Et que on ne peut pas, enfin, en tout cas dans nos démocraties, décréter au niveau central ce qui est bon à l'est ou à l'ouest ou au sud ou au nord. Et je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Maintenant, comment on fait pour le faire fonctionner? Je n'ai pas la réponse. Axel? En fait, je voulais rajouter un complément parce qu'on parle, enfin, d'une certaine façon, il faut redonner de la confiance au niveau local. Et il faut aussi, je pense, redonner de la confiance dans les solutions qui sont proposées. Je pense qu'il y a eu beaucoup de débats en France, par exemple, sur le nucléaire depuis 20 ou 30 ans, qui étaient assez déconnectés de la réalité scientifique. Et donc, si on a à la fois, je joue un peu sur le mot confiance puisque c'est le thème du week-end, mais s'il y a la confiance dans les solutions techniques et la confiance des acteurs locaux que finalement ils peuvent s'approprier la solution dans leur environnement, dans le cadre d'un débat démocratique, on a peut-être le début d'une solution. Si on est dans, d'un côté, on va pousser des solutions depuis tout en haut par la superstructure de l'État, de l'Europe, voire de l'ONU, et que par ailleurs, on laisse percoler un doute sur la connaissance scientifique de où sont les risques, où sont les opportunités, finalement, on se retrouve avec des solutions qu'on n'arrive pas à déployer. Notre sujet, on en parlait au début, c'est comment on déploie à l'échelle des solutions déjà existantes. Parce que si on attend en disant non mais on va résoudre le problème de net zéro en 2050 par des inventions qu'on va faire en 2040 et qu'on va en déployer, la fission nucléaire ou ce genre de choses, on n'y arrivera pas. Donc notre sujet, c'est comment on déploie ce qu'on a aujourd'hui et que donc comment on crée les conditions d'une acceptabilité scientifique et d'une acceptabilité sociale par de la confiance finalement. Une autre question ? Bonjour et merci à tous les trois pour vos interventions. Ma question s'adressera à Monsieur Michel Fredo. J'ai particulièrement adoré votre exposé et j'ai retenu deux temps qui m'ont semblé un peu contradictoires. Alors, dans un premier temps, vous nous avez invités à
aborder le problème avec une perspective historique, en précisant que le problème du climat, de la pollution, est imputable aux pays développés. C'est historiquement nous qui avons plus déversé de CO2. Et puis plus tard, dans votre intervention, vous avez pris un exemple sur l'individu, sur nos comportements. Et là, j'ai un peu bondi de ma chaise en me disant comment on passe de l'histoire à l'individu. Et entre-temps, moi, je n'ai pas entendu dans votre propos parler du système dans lequel nous sommes, qui a un nom, le capitalisme précisément. Et comme le thème de notre confiance, c'est quand même la confiance. Et donc, moi, j'ai eu le sentiment, en fait, que vous n'avez pas dit ça, mais qu'il y avait plus un appel à contrôler, en fait, l'individu qu'à contrôler, en fait, le système de production dans lequel nous sommes par les citoyens. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais voilà. Et parce que il faut quand même remonter à Descartes, quand même, qui disait quand même que toute déploration d'un phénomène déplaisant, alors qu'on ignore les causes réelles, est vaine. Et là, dans vos interventions en deux temps, justement, j'ai eu le sentiment, en fait, que le système dans lequel nous sommes a été un peu épargné. Voilà, merci. Je vais essayer de répondre. Je ne suis pas sûr d'avoir compris tous les éléments, mais ce que je comprends, c'est en fait en quoi il faut remettre notre système économique en cause. C'est peut-être ça votre question. Alors, ma question, c'était de dire, vous avez pris un exemple sur est-ce qu'un jeune homme a besoin de 15 t-shirts? Bon, moi, en 2006, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire, par exemple. Il y a un phénomène qui s'est produit, c'est le scandale de Transfigura, qui a déversé près de 500 mètres cubes de produits pétrole dans l'océan. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été intoxiquées, dont des morts. J'ai aussi vécu au Cameroun où, dans mon enfance, chaque jour, je voyais des billes de bois, des grumiers, dans la déforestation. En fait, moi, dans mon existence, en fait, moi, j'ai vu des phénomènes de destruction de la nature par un système, en fait. Bien sûr qu'il y a des individus qui portent 20 t-shirts, qui ont des voitures, mais je n'ai pas le sentiment que c'est ça la cause réelle du problème. Voilà. Alors le problème, il est de nature multiple et on est d'accord sur le fait que c'est le système qui doit évoluer et que le système qui doit évoluer doit intégrer à la fois l'aspect des politiques, que ce soit des politiques sous forme d'incitation ou de contraintes. C'est les entreprises qui doivent faire évoluer leurs fonctions et leurs investissements, mais c'est également, et les financiers et les investisseurs, et c'est également le consommateur qui doit changer. Mon objectif était simplement de rappeler que les entreprises sont là pour servir des consommateurs, servir une demande, et que si la demande continue à rester exactement la même pour les produits historiques, ça risquait de ralentir les changements qui étaient nécessaires. C'était l'objet de de mon commentaire. Est-ce qu'on a une autre question? Oui, au premier rang. Est-ce que vous en avez aussi? Voilà, on en a une ici. Oui, on a d'autres questions ici. Allez-y, levez la main. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez confiance sur les capacités de la science et de la technologie à maîtriser à terme la fusion, ou est-ce que ça va rester un Graal inatteignable? Et si vous avez confiance, est-ce que vous pensez que ça peut engendrer une vraie transition économique sur le coût de l'énergie? Je vais juste me lancer, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Sans doute un jour, mais je pense qu'il ne faut surtout pas compter là-dessus à court terme, en se disant c'est ça qui va résoudre tous nos problèmes et il n'y a plus qu'à attendre. On est encore, je pense, très loin. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'étais abonné à Science et Vie, et on parlait déjà de la fusion qui était dans 10 ans. Bon, 45 ans après, ou je ne sais pas quoi, on a fait quand même quelques progrès. C'est très bien, mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas attendre le miracle qui va tout résoudre. C'est hic et nunc. Le sujet, c'est qu'on est déjà en retard. On aurait dû s'y mettre depuis 20 ou 30 ans. Et donc, il faut que la science avance. Il faut qu'éventuellement, on arrive à industrialiser tout ça. Mais on ne peut surtout pas compter là-dessus.
Vous voulez compléter ? Oui, votre question pose la question générale de la place du nucléaire demain. Ici, on parle de fusion. Alors ça, c'est la technologie la plus difficile, qui est effectivement étudiée depuis très très longtemps. Je ne sais pas si un jour on y arrivera, mais je fais partie, en tant que citoyen, de ceux qui considèrent que, en effet, nous avons raison de dépenser de l'argent pour essayer de réussir. C'est un risque parce que nous pouvons ne jamais y arriver et avoir perdu beaucoup d'argent, collectivement d'ailleurs, parce que ça a aussi l'intérêt d'être un projet international. Il y a des tas de pays qui sont impliqués et ça, c'est une très bonne chose. Sur le nucléaire, effectivement, il y a d'autres éléments de durabilité du nucléaire et c'est en particulier les travaux sur la 4e génération. Je ne sais pas si vous avez... Vous devez connaître ça, les réacteurs à neutrons rapides, les RNR, qui sont quand même indiqués dans la feuille de route qui vient d'être sortie il y a quelques jours par le gouvernement français qui... alors moi je m'en réjouis, d'autres effectivement sûrement pas, mais je m'en réjouis que le nucléaire retrouve sa place dans une politique énergétique française. C'est le texte de la programmation pluriannuelle de l'énergie 3 qui vient de sortir, qui indique très clairement, en tout cas pour la France, qu'on n'arrêtera pas des réacteurs qui marchent, comme on l'a fait pour Fessenheim. On va construire de nouveaux réacteurs EPR2, et on va se mettre en route, ça ne sera que beaucoup plus tard, vers la construction potentielle, peut-être au siècle prochain, de ce qui va permettre de rendre le nucléaire effectivement durable. C'est la 4e génération, parce que ces réacteurs consomment d'autres isotopes que l'uranium-235, les déchets, le plutonium, etc., ce qui fait qu'on aura des combustibles, non pas pour 100 ans ou 200 ans, mais pour des milliers d'années, ce qui change complètement la donne. Le seul point que je rajoute, c'est que effectivement, les technologies nucléaires sont aujourd'hui pas disponibles pour tout le monde, que certains pays qui ont une industrie électronucléaire peuvent avoir un tel programme. Le nucléaire ne contribuera pas à 100% de l'électricité mondiale, ça c'est sûr, parce qu'il y a des pays qui ne seront pas capables de le faire, et puis d'ailleurs il y a certains pays où il ne vaudrait mieux pas qu'ils le soient. Voilà. Mais ça pose la question de la place du nucléaire, et la fusion viendra ou non un jour. Et d'ailleurs, vous abordez la question nucléaire dans le chapitre 3 de votre livre. Oui, bien sûr, c'est un chapitre, et effectivement, parce qu'il me semble que pour un pays comme la France, en tout cas, je ne dis pas que tous les pays doivent accéder à tout ça, pour un pays comme la France, en effet, c'est une option de décarbonation absolument essentielle. Une question suivante. Oui, moi j'ai une question. Micro. Ah, pardon, allez-y, il y a plusieurs mains qui se lèvent. J'y vais, moi? Oui. J'ai un micro, moi. Oui. Ok. Moi, je suis là, moi. Excusez-moi, comme il y avait deux micros en même temps. Voilà. Ouais. Est-ce que l'impact des climato-sceptiques est significatif sur l'engagement justement du citoyen, c'est-à-dire au niveau local, régional, etc. Et le rôle aussi d'un climato-sceptisme politique au niveau national, et comment est-ce que c'est en fait géré, parce qu'on a l'impression que les rapports du GIEC arrivent, mais qu'en fait ils n'ont pas l'écoute qu'ils devraient avoir, et que ça glisse en fait sur une grosse partie des populations comme étant finalement de l'animation scientifique, mais pas forcément des documents ou des rapports, des chiffres, des alertes qui sont à prendre en compte. Enfin, le sujet du climato-sceptisme, c'est un sujet récurrent qui a différentes formes, parce qu'il y a vraiment la négation totale. Il y a des gens qui disent c'est encore un peu trop tôt. Il y a des gens qui disent oui, mais on a le temps. Bon, on sort quand même, je pense, d'une vaste période de tentatives de minimiser, par un certain nombre, notamment de secteurs industriels ou de pays, de minimiser la réalité scientifique. Enfin, à un moment donné, le thème de la discussion, c'est sciences et technologies. Enfin, on sait tout sur les changements climatiques depuis très longtemps. Je vous renvoie à une conférence qu'a fait Margaret Thatcher en 1988 à la tribune de l'ONU, où elle décrivait, si vous fermez les yeux et que vous écoutez, vous pensez que c'est un discours de l'année dernière. Elle décrivait exactement tout. On sait tout sur le réchauffement climatique depuis 30 ou 40 ans.
tout a été, c'est modélisable, enfin c'est en fait assez facile à l'échelle macro, à l'échelle micro c'est un peu plus compliqué. Donc ce sujet du climato-sceptisme, il a, je pense, pourri pas mal les choix des décideurs et l'engagement des populations. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même dans nos pays, en tout cas en Europe, plutôt une assez grande conscience de ça. Alors il reste quelques-uns qui sont climato-sceptiques. Ce n'est pas complètement le cas partout. Et il faut voir que l'Europe ne pèse en fait qu'une toute petite partie. Et il y a des gens qui sont climato-sceptiques. Alors on peut dire l'administration Trump voilà, qui est en train de se mettre en place, sans doute va œuvrer là-dessus. Et puis il y a aussi des climato-je m'en foutistes. C'est-à-dire il y a quand même une grande partie des pays qui disent « moi, ce n'est pas mon sujet ». C'est le sujet des pays développés qui ont contribué au réchauffement climatique et nous, laissez-nous nous développer. Et donc il y a quelques climato-sceptiques, je pense qu'ils sont en voie de disparition. Il y a des climato-je m'en foutistes qui en fait n'ont pas encore vraiment, se disent c'est pas la priorité. Et quand on va dans les pays du Sud, enfin, nous il se trouve que Net Zero, on travaille dans les pays du Sud, les gens voient l'impact sur du changement climatique, sur notamment les volets agricoles, mais par contre, ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est comment je développe la population, l'économie, et c'est un sujet qui est renvoyé à l'Europe, aux États-Unis et à ceux qui ont pollué historiquement. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose sur le sujet? Oui, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est pas tellement, pour moi, ce n'est pas les climato-sceptiques, c'est qu'on est quand même dans une phase où il faut accélérer, ça vous l'avez bien compris. Et vous avez beaucoup de gens qui trouvent des tas de raisons de ne pas accélérer, voire de ralentir. Parce que le business model actuel, il est rentable. Pourquoi changer trop vite? Encore une année. Et du coup, on n'accélère pas. Et c'est ce qui fait qu'on est dans la situation où on est. Donc, ce n'est pas tellement les climato-sceptiques. Je pense vous savez que vous devez faire un régime, et puis vous vous dites, OK, je vais le faire l'année prochaine, quoi. C'est ça le problème. Oui, et il y avait la question au fond, et après on vient à vous. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions tous les trois. Pour aller dans le sens de la précédente question, vous avez évoqué, Axel Reynaud, que vous lisiez Science et Vie. Moi, je lisais tout l'univers aussi, en plus de Science et Vie, mais on est d'une autre génération. Si on regarde la génération actuelle, l'information passe par les réseaux sociaux. Et j'ai rarement vu des gens expliquer avec simplicité et efficacité le rapport du GIEC sur les réseaux sociaux. En revanche, ce que j'ai vu, c'est une polarisation des positions extrêmes, qu'elles soient pour le développement durable ou qu'elles soient pour des climato-sceptiques ou des gens qui se désengagent par rapport à ce sujet. Comment vous pensez, quand on parle de progrès de la science et de la technologie, on peut agir par rapport à ce phénomène de l'information qui est à la source même de l'engagement des citoyens et de l'acceptabilité dont on parlait tout à l'heure? Alors, je pense qu'il y a de tout sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, il y a des choses très techniques, il y a des choses très ludiques, voire de la désinformation. Il y a aussi des choses pédagogiques. Enfin, je pense qu'il ne faut pas tout jeter. Enfin, moi, alors le sujet climat, vous l'avez compris, m'intéresse. Je trouve qu'il y a de temps en temps des choses très, très intéressantes et pédagogiques. La question, c'est comment on navigue là-dedans et quels choix les uns et les autres font. C'est un peu facile de dire c'est le système, c'est les réseaux sociaux, c'est les autres, c'est l'État. C'est aussi les choix de chacun, de ce qu'on va sélectionner sur les réseaux sociaux, de ce qu'on va lire, de ce qu'on va retransmettre. Il y a en fait de tout. Il y a des climato-sceptiques, mais il y a aussi des trucs extraordinaires sur la science. Alors peut-être qu'effectivement, Science et Vie, ça fait un peu suranné, et voilà, mais il y a des tas de programmes scientifiques très intéressants qui sont aussi disponibles. Et je pense qu'il faut apprendre aux gens à les trouver, ce qui est intéressant là-dedans. Donc je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Après, on a un sujet fondamental qui est la science n'est pas assez remise au centre du jeu. Dans nos systèmes éducatifs, dans nos systèmes politiques, dans nos systèmes médiatiques. Enfin, je regardais, parce qu'en préparant là pour aujourd'hui, si on prend tous les ministres et les parlementaires depuis 90, il y en a de l'ordre de 10% qui ont fait des études scientifiques. Si vous prenez le monde des journalistes, je pense qu'on est sans doute encore en dessous. Et donc ce manque de culture scientifique dans les gens qui orientent l'opinion publique et dans les gens qui décident
est assez dramatique. Dans un monde où la science, qu'on le veuille ou non, est au cœur de plein de choses. Ça ne veut pas dire que la science doit tout résoudre, mais il y a un manque de culture scientifique, et ensuite ça se transmet via les réseaux sociaux, via les discussions de comptoir, etc. etc. Et je suis très content, par exemple, aujourd'hui, du thème sciences et technologies. C'est pas mal de pouvoir remettre ça un petit peu au cœur des débats. Marc, vous aviez un complément? Oui, une petite anecdote. D'abord, oui, le message, c'est qu'il faut plus d'éducation scientifique, plus de formation scientifique. C'est absolument essentiel. Les sujets deviennent de plus en plus complexes. Ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir un expert de tout, mais il faut un minimum. Et ça, on est encore assez loin. Non, l'anecdote, c'est, vous connaissez sans doute le démographe Hervé Lebras. Il y a quelques années, il avait pris tous les pays du monde et compter dans chaque gouvernement le nombre de membres qui avaient un doctorat. Alors, ça veut pas, il ne voulait pas dire par là qu'il fallait absolument un doctorat pour être membre du gouvernement. Alors, je vous pose la question, quel est le pays qui avait le plus de docteurs dans le monde, dans le gouvernement à ce moment-là? La Chine. Et celui qui en avait 0? La France. Oui, c'est assez révélateur, en effet. Une autre question? Oui. Oui. Rapide, s'il vous plaît. Il nous oui, reste 3 très minutes. rapide. Merci. Vous avez identifié 2 catégories, pour moi, de technologies. Celles pour lesquelles il faudrait aller vers une décroissance, celles vers lesquelles il faudrait avoir une croissance exponentielle. Ce qui me manque, en fait, celles en décroissance, on comprend que c'est les anciennes technologies ou les anciennes sources d'énergie. Et on comprend que celles pour lesquelles on voudrait une croissance exponentielle sont les nouvelles technologies, les découvertes scientifiques, etc. Il me manque juste une 3e catégorie, c'est les technologies nouvelles qui ont une consommation excessive de carbone. Vous avez mentionné l'IA, mais à la limite, là, on peut contrôler leur consommation d'énergie parce que vous avez mentionné les grands acteurs, Google, Microsoft, etc. Je voudrais juste mentionner le Bitcoin, pour lequel on peut parler de nouvelles technologies avec une croissance de carbone qui est incontrôlée. Et donc, c'est celle qui me vient à l'esprit, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Et comment on pourrait sensibiliser les climato-ignorants, je vais les appeler comme ça, parce que c'est la 3e catégorie qui manque, à mon avis, dans vos interventions. Marc, vous évoquez ce sujet, page 134 de votre livre, sur les nouveaux usages numériques. Peut-être avez-vous, non? Pas sur les bitcoins, mais sur les nouveaux usages numériques. Mais après, je laisse la parole à vos deux compagnons. Enfin, je connais. Il faut un prix du CO2. Tant qu'on n'a pas de prix du CO2, c'est-à-dire que vous avez raison. Si le bitcoin, on intègre l'ensemble du prix du CO2 pour créer le bitcoin, on en discutera à ce moment-là. Là, aujourd'hui, c'est un free lunch. Et je vais abonder dans le sens de Michel. Je pense qu'il ne faut pas commencer à réguler des sous-secteurs en disant c'est bien, c'est pas bien. Parce que d'ailleurs, le Bitcoin, il y a le bon Bitcoin et le mauvais Bitcoin. C'est comme les crédits carbone. C'est-à-dire, il y a du Bitcoin qui est miné avec des énergies renouvelables ou de l'énergie qui est disponible parce qu'on ne sait pas qu'en faire à certaines heures de la journée. Et puis, il y a du Bitcoin qui est fait avec des centrales à charbon. Voilà. Donc, même là-dedans, en fait, c'est compliqué. Le vrai sujet, c'est qu'effectivement, on aurait dû en parler plus tôt, mais c'est tant qu'on ne donne pas un prix au CO2 et qu'on a le droit, enfin aujourd'hui on n'a plus le droit de jeter des polluants dans la rivière, voilà, sinon on a des amendes. Et d'ailleurs les entreprises doivent payer pour que des gens viennent prendre leurs déchets pour les traiter, les recycler. Et ça a un coût. Aujourd'hui, le CO2 n'a pas de coût. N'importe qui peut balancer n'importe quelle quantité de CO2. Alors, en Europe, c'est un peu régulé pour les grands émetteurs, mais sinon, vous pouvez faire ce que vous voulez. L'externalité, le coût du CO2, il y a une étude récente qui montrait que c'était de l'ordre de 400 € par tonne de CO2 envoyée dans l'atmosphère, si on regarde l'ensemble des effets négatifs de la tonne de CO2. Aujourd'hui, c'est 0. Évidemment, donc on peut aller faire des bêtises, genre le Bitcoin, mais des bêtises, il y en a beaucoup. On peut avoir des grosses voitures, on peut faire des allers-retours en avion pour rien, etc. Le jour où on vous dit votre billet aller-retour Paris-New York,
il va coûter 400 € de plus parce qu'on a intégré le coût de l'externalité. Alors évidemment, c'est moins sympathique pour aller faire un week-end là-bas, mais par contre, on a le coût complet. Et si on met le coût complet partout, à ce moment-là, les systèmes économiques sont efficaces et ils iront s'orienter vers ce qui est efficace énergétiquement, ce qui émet moins de CO2, etc. Et voilà, on tourne autour du pot depuis 20 ou 30 ans sur cette histoire du CO2. Donc on en revient à la question de la responsabilité. Je vous remercie beaucoup. Il est 16h pile, donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Bravo à tout le monde.